Merci beaucoup. Et c'est vraiment une anecdote, mais en lien avec cette histoire de bracelet. J'ai été amené à être soigné dans un hôpital lyonnais pour une pathologie somatique. Et en même temps que moi est arrivé un autre Venet, on va l'appeler Bernard Venet, qui était né un an avant moi et qui avait à peu près le même problème. Et je me suis dit, aïe, 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 je vais devenir Bernard Venet tout de suite. Mais une infirmière m'a sauté dessus, m'a dit, je vais vite vous mettre le bracelet pour qu'on se trompe pas. Et m'a mis le bracelet de Bernard Venet immédiatement. Voilà. Et il avait intérêt d'être assez attentif à ce moment-là. Bon. Comme quoi, enfin, la surveillance, c'est ce qu'on en fait aussi. L'hôpital psychiatrique a été fondé par une loi qui lui donne deux missions, qui sont des missions probablement tout à fait antinomiques et très peu compatibles. L'une est une mission de contrôle social, de protection de la société vis-à-vis de gens qui sont dangereux. Je pense à la dangerosité qui motive les hospitalisations d'office. Et l'autre est une mission de soins psychiques, qui était une idée d'ailleurs tout à fait nouvelle à l'époque, pour des patients qu'on estimait relever d'une curabilité et d'une possibilité de guérir. Autrement dit, on a mis l'hôpital psychiatrique immédiatement dans une situation compliquée pour organiser à la fois une transparence suffisante pour permettre la surveillance des corps et une opacité suffisante pour permettre que les âmes qui y arrivent se livrent et soient en confiance. Je me suis beaucoup appuyé pour mon intervention sur Michel Foucault, sur les travaux tout à fait décisifs de Michel Foucault, qui évoque beaucoup, de manière directe ou indirecte, ces questions de frontières et ces questions de visibilité, mais dont on pourrait dire, enfin en tout cas ça sera mon hypothèse, que in fine elles engagent la question, le fantasme de voir la folie et immédiatement derrière de prévoir ses conséquences, de prévoir en particulier tout ce qui est de l'ordre de la dangerosité et pour le patient et évidemment pour son entourage. Alors j'ai moi aussi prévu une intervention en 3 volets. D'abord réévoquer, reposer des grands repères sur la naissance du pouvoir psychiatrique, de ce que Foucault appelle le pouvoir psychiatrique. Ensuite évoquer l'évolution des idées quant à la connaissance de soi qu'on peut avoir depuis le XVIIIe. Je ne repars pas très très loin. Et puis enfin essayer de trouver de donner quelques réflexions sur l'état des lieux actuels, sur le paysage actuel dans l'hôpital psychiatrique. Alors la naissance du pouvoir psychiatrique, là on ne va pas remonter au déluge parce que c'est des travaux qui sont en général très connus. Je redonne simplement les grands repères antérieurs à Pinel, à l'ère à la psychiatrie moderne. La psychiatrie médiévale était probablement, partageait le traitement de la folie entre un traitement sédentaire pour des fous plutôt en danger, vulnérables, dépendants, qui se faisait dans les congrégations religieuses, et pour les malades mentaux qui, en revanche, étaient source de nuisances sociales, il y avait ce traitement un peu curieux au fil de l'eau. On les confiait à des mariniers, et vous connaissez le thème de la nef des fous, qui semble avoir duré jusqu'à la fin de la Renaissance, en s'éteignant progressivement au XVIe siècle. Ce XVIe siècle qui voit, par ailleurs, la disparition de la lèpre et l'augmentation considérable du nombre d'établissements de maladreries vides, où Foucault fait l'hypothèse qu'on va sédentariser des fous, avec l'idée que ça leur donne un statut, que ça relève plus exactement d'une fonction d'ostracisme social qui est assez comparable à celle qui frappait les lépreux. Cette sédentarisation à la Renaissance va conduire au XVIIe siècle à un mouvement de formalisation de la fixation, de l'immobilisation, de la neutralisation du fou dans un espace précis, et c'est la naissance de l'hôpital général qui a été voulu par Louis XIII et qui a été effectué par Louis XIV en 1656. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler l'article 13 de cet édit qui fonde l'hôpital général. L'hôpital général qui est une institution destinée à accueillir et à enfermer tous les fauteurs de troubles sociaux, c'est-à-dire les vagabonds, les mendiants, les délinquants, les fous, les handicapés, etc., etc. Bon. Alors l'article 13 nous dit que les directeurs sont nommés à vie
qu'ils ont tout pouvoir, vous connaissez sans doute ça, hein, qu'ils ont tout pouvoir d'autorité, de direction, d'administration, commerce, police, juridiction, correction et châtiment sur tous les pauvres de Paris, tant en dehors, non, tant en dedans, non, c'est ça, tant au dehors qu'au dedans de l'hôpital général. Voilà. Je ne sais pas si ça vous rend nostalgique, mais chiche. Alors, cette même époque, c'est le siècle des dernières grandes épidémies de peste. Et dans un autre livre, Surveiller et punir, Foucault nous rappelle les règlements sanitaires qui avaient été mis en vigueur pour la quarantaine, qui sont très intéressants puisqu'ils vont, ça va se répondre un peu avec l'institution psychiatrique, l'institution, en tout cas de l'hôpital général d'abord. Les villes qui sont menacées par la peste sont soumises au traitement suivant. D'abord, une clôture externe extrêmement stricte, plus personne ne rentre et ne sort. Les habitants sont confinés chez eux, leurs clés sont remises à l'intendant de quartier. Ils sont nourris par des systèmes de passerelles. Enfin bon, il y a tout un système qui évite les contacts. Chaque habitant a une fenêtre qui lui est assignée, à laquelle il doit se présenter à chaque demande sous peine de la vie, disent les règlements de quarantaine. Et il y a dans chaque rue des sentinelles, un syndic de rue qui rend des comptes à l'intendant de quartier, qui lui-même rend des comptes à l'échevin ou au maire, de manière que, de façon pyramidale, les informations sur l'état sanitaire de la population remontent toutes jusqu'au maire. Alors, bien évidemment, le système des fenêtres et de l'appel aux fenêtres est destiné à pouvoir détecter s'il y a dans les maisons des malades ou des morts, et tout recel de malades ou de cadavres est sévèrement puni si ce n'est pas immédiatement dit. L'un des principes de la quarantaine, c'est que on préfère le sacrifice d'un élément sain à la divagation d'un élément malade. Alors, ce mode d'organisation de la surveillance va se perfectionner, on pourrait dire, au cours du temps. Et Foucault nous propose de considérer que Jeremy Bentham, le théoricien, l'essayiste, le philosophe anglais, a été en somme le plus grand perfectionneur qui a mené à son apogée la proposition architecturale de surveillance avec son panoptique. Alors, le panoptique, c'est un dispositif qui est à la fois simple et souvent, on en a un souvenir un peu lointain. Alors, je le redis, c'est un bâtiment qui est annulaire, avec une tour centrale. Il y a une cour et une tour centrale. La particularité, c'est que chaque cellule, dans l'anneau, chaque cellule est très séparée des autres, et grande ouverte par de grandes baies sur l'extérieur et sur l'intérieur, de manière à ce que depuis la tour, on puisse en permanence voir les gens à contre-jour dans leurs cellules. Alors, c'est un dispositif qui va servir à surveiller d'abord des prisonniers, des détenus, des prévenus. C'est un dispositif à caractère pénitentiaire. Mais Bentham propose de l'étendre à toutes les institutions qui ont besoin de surveillance, c'est-à-dire les ateliers, les hôpitaux, les écoles, les internats, etc., etc. Ça n'aura pas vraiment de suite concrète. Les seuls avatars du panoptique seront dans le domaine carcéral, mais c'est une proposition qui était donc vraiment beaucoup plus large. Les caractéristiques de cette surveillance sont très importantes, puisque Foucault ensuite les reprendra pour définir le pouvoir psychiatrique, le pouvoir disciplinaire. C'est que, oui, j'ai oublié de vous dire, dans la tour, tout est fait pour que les surveillants ne soient pas vus. Il y a en revanche un dispositif de paravent, de coupe-soleil, etc., qui fait que les surveillés ne peuvent pas voir les surveillants. Alors, ce pouvoir est anonyme. Les surveillés ne savent jamais qui les surveille. Il est continu parce qu'il repose sur l'indétectibilité du surveillant, et donc même en son absence, les surveillés ne savent pas s'ils sont ou non sous le contrôle. C'est un dispositif qui permet également la surveillance des surveillants. Alors j'ai oublié de dire qu'il y a
couloir, une galerie souterraine qui mène à la tour et qui est, dans l'esprit de Bentham, public, c'est-à-dire que toute personne peut venir vérifier si les surveillants font bien leur boulot. Hein. Donc c'est un dispositif qui rappelle un petit peu la surveillance, enfin dans une autre manière, mais la quarantaine, c'est-à-dire la possibilité de vérifier que la surveillance est bien effectuée, bien effective. Du coup, c'est une surveillance que Bentham nous dit démocratique, puisqu'elle est partagée, encadrée, contrôlée. C'est également donc un mode d'organisation qui est individualisant, nous dit Foucault, et j'ai envie de reprendre un adjectif qu'on a entendu ce matin à propos de l'URSS, hein, le pays du mensonge déconcertant. C'est un dispositif qui est déconcertant, mais au sens musical du terme, au sens qu'utilisait Satie, hein, comment on appelle, la symphonie déconcertante, hein, je crois, c'était vrai. C'est-à-dire que ça empêche les gens de se concerter, ça empêche les gens d'être ensemble, ça les maintient dans une grande solitude. Alors à la fois, tous sont surveillés à peu près en même temps, hein, par très peu de surveillants, et aucun ne peut s'associer aux autres pour un mouvement de mutinerie, de protestation ou de protection contre la surveillance. Foucault nous dit, dans ce mode d'organisation, tout est vu dans le temps, mais tout le pouvoir qui s'exerce n'est jamais qu'un effet d'optique, un pouvoir sans matérialité, etc. Le panoptique, c'est la fin du XVIIIe. Hein, l'écrit de Bentham est de 1791, et je crois qu'il en sera à nouveau question par Jean-Pierre Clairaut, mais Bentham n'est pas un totalitaire, hein, c'est plutôt un progressiste, c'est quelqu'un qui a comme projet plutôt d'humaniser et d'encadrer, hein, de démocratiser les outils institutionnels de surveillance.